Bonsoir et bienvenue à l'émission Le micro du soir. Aujourd'hui, nous recevons Lydia Badea, spécialiste en communication non violente. Auparavant, de 2002 à 2022, elle travailla pour la délégation Wallonie-Bruxelles à Bucarest où elle coordonna divers projets. Elle nous en parlera également. Lydia Badea, bonsoir. Bonsoir Laurent et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, la première question qui s'impose, qu'est-ce que la communication non violente? Communication non violente. Les mots peuvent créer des perceptions et que les gens perçoivent qu'ils sont violents ou ils ne sont pas violents. Mais c'est un terme qui définit la relation qu'on cherche avec l'autrui. Pour expliquer ce que est la communication non violente, c'est plus facile de dire ce qui est violent. Et j'ai invité ici avec moi deux personnages, que Marshall Rosenberg, le créateur de cette métalangage, de cette philosophie de vie. C'est le chacal qui dit, qui fait des jugements, des évaluations et des critiques. Alors pour ceux qui ne nous voient pas, qui nous écoutent seulement, vous avez amené deux petites marionnettes, hein, c'est ça, hein? Oui, justement. Le chacal dit, toi, tu n'es pas bien. Il juge chaque fois entre bien et mal. Et c'est la critique où il dit, il faut faire cela. C'est pas bien. Tout le temps, il est en désaccord. Et il n'accepte pas que tu as des émotions. Par contre, la girafe, parce que c'est un animal qui, l'analogie que Marshall a fait, c'est un animal qui a le cou très long, deux paires d'oreilles, et elle est très attentive, elle est à la conscience et à l'empathie, elle fait attention à ce qu'on ressent. Et ici, ce sont les oreilles. Quand on fait l'écoute empathique, je suis ici dans cet espace pour t'écouter, pour... moi, je te vois et toi, tu me vois. Mais l'important est que tu m'entendes sans que tu entendes des critiques et des jugements. Et moi, que je te vois et que je t'entends sans écouter de ta part des critiques et des jugements. Donc l'idée, c'est d'essayer de se rapprocher de la girafe et de s'éloigner du chacal, c'est ça? Oui. Et pourquoi? À quoi est-ce que ça sert? Elle sert à créer la connexion. Et pour être plus précis, on peut parler dans la communication non violente aussi d'une technique. Mais elle n'est pas suffisante. Une technique, c'est dans le sens qu'on a 4 pas, 4 étapes, 4 principes. C'est d'abord observer sans évaluer. C'est se poser la question sur les sentiments, les besoins et l'action. Dans mes ateliers, j'utilise souvent l'analogie avec le corps humain. Avec la tête, nous, on prend des informations du monde, ce qu'on voit. On voit avec les yeux, on écoute avec les oreilles, on a l'odeur, le goût et la peau. Et ensuite, on a le cœur. Qu'est-ce que je sens? Comment est-ce que je me ressens? Le ventre avec les besoins. Quand on a faim, on ne peut pas agir. Quand on a faim, c'est un besoin physiologique. Et les pieds, c'est l'action. C'est très important de comprendre le fait que dans chaque interaction que nous avons, il y a des besoins. Moi, j'ai mes besoins, toi, tu as tes besoins. Et mon besoin, il est important, mais aussi le besoin de l'autrui est très important. Et donc, dans votre pratique, vous diriez que vous prenez des éléments d'information de la psychologie, de la psychothérapie, et de quoi d'autre? De quelles autres sciences vous... Oui, c'est
la communication non violente n'est pas une thérapie proprement dite. Mais elle aide beaucoup les thérapeutes, les psychologues. Marshall Rosenberg, le créateur, à la base, il a été de formation psychologue clinicien, inspiré par Carl Rogers. Mais il a reconnu les limites de cette psychologie et il a voulu, parce qu'il a inspiré par son expérience dans sa jeunesse de racisme et de manque de connexion, il a voulu ajouter cette partie de connexion entre les êtres humains. Je disais tout à l'heure que la communication non violente, on peut dire qu'elle est une technique, mais elle n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi l'intention. C'est l'intention. Avec quelle intention je vois à l'autre ou à moi-même? C'est l'intention de connexion, de me connecter avec mes propres besoins. Et c'est une forme de bienveillance de soi-même et d'attention de bien-être. Et derrière les 4 étapes de observation, sentiment, émotion, besoin et ordre, derrière tout ça, ce sont des principes. Respecter les besoins et les émotions que je ressens quand mes besoins sont accomplis et quand mes besoins ne sont pas accomplis. Et ces principes, ils viennent d'une école particulière, d'un courant d'idées, d'une religion, je ne sais pas. Oui. Marshall Rosenberg a créé cette philosophie de vie, le langage de la vie, comme il dit, les années 60. Il avait étudié, comme je disais, il est psychologue et professeur. Il avait essayé de changer les choses dans les écoles américaines, surtout dans les crises de racisme, dans les communautés. Et il a enregistré ensuite ce terme de communication non violente, mais inspiré aussi, et c'est dans l'esprit de Mahatma Gandhi et de Martin Luther King, connexion humaine et la non-violence. Donc vous diriez que l'origine, pardon, excusez-moi, je vous ai coupé, ce sont les grands penseurs pacifistes, hein, oui. Gandhi notamment, qui ont inspiré cette pratique, d'accord. Oui. Et le processus, en effet, c'est un voyage. La communication non violente, c'est un voyage, c'est un processus de soi-même. Personnellement, je l'ai découverte parce que j'avais besoin à la période de l'adolescence de ma fille. Et j'ai lu le livre. Tout d'un coup, j'ai senti que quelqu'un me comprenne. J'étais comme une étudiante en soulignant, en prenant des notes. Et j'ai découvert, moi j'ai fait des études de lettres et de langue étrangère. Quand on apprend une langue étrangère, on a le vocabulaire, les compétences de s'exprimer, d'écrire, d'écouter. Et j'ai découvert qu'il y a tout un langage, un vocabulaire d'émotions et de besoins. Pour moi, c'était très surprenant. Et j'ai essayé de respecter les 4 pas. J'ai mis sur mon frigo les 4 étapes. J'observe, je ressens, de quoi est-ce que j'ai besoin. Et la demande. Pas facile. À côté, j'avais aussi le vocabulaire d'émotion. J'ai découvert qu'il y avait le besoin de célébrer aussi, le besoin de connexion, le besoin de sens, de s'exprimer, l'exprimer de soi-même. C'est très important. Et j'ai découvert que ma fille avait besoin de s'exprimer et simplement de l'écouter, être là. Cette communication non violente crée un espace. Et
une utilité que j'ai eue personnellement, c'était aussi de construire des limites. Parce que les limites c'est l'espace entre c'est un espace qui crée le respect de moi-même, mais de l'autre aussi. J'ai le courage de reconnaître ce qui me manque et je peux exprimer. Mais pour ça, c'est un travail de soi-même. J'ai travaillé avec deux questions. Qu'est-ce que je sens et de quoi est-ce que j'ai besoin? Comme je disais, je l'ai appliqué d'abord sur ma fille, mais mon mari aussi a été témoin. Et il m'a encouragée sur cette voie de la communication. Et je peux dire que de mon rôle de parent, ma fille a maintenant 21 ans, de mon rôle de parent, je me sens un parent accompli, vraiment, vraiment. Et alors, précisément, en parlant de votre relation avec votre fille, dans les informations que vous m'avez envoyées pour préparer cet entretien, je vois que vous avez également coordonné un projet sur la relation parent-adolescent afin notamment de prévenir la consommation d'alcool chez les mineurs. Pour les parents qui nous écoutent ce soir, qu'est-ce que vous conseilleriez sur ce sujet en particulier? Oui, c'est un projet très cher à qui moi. Qui vous est cher, oui. Oui. C'est en tant que collaboratrice de la Fédération des organisations non gouvernementales pour les droits de l'enfant. J'ai coordonné ce projet 2003 et 2024. L'idée étant celle d'offrir d'appui et de soutien aux experts qui travaillent en relation avec les enfants et les jeunes, des professeurs, des soignants, même des psychologues et surtout les parents. Et le but était de réunir des expertises, plusieurs experts, et donner de leurs connaissances et offrir de leur expertise. Et des thèmes qu'on a traités sont par exemple les addictions, l'importance du sport chez les jeunes, la communication, la dépendance de la technologie. Et il y a une plateforme que je conseille, c'est un lieu où il y a pas mal de ressources pour les parents intéressés, desprealcool.ro. Donc, en un seul mot, desprealcool.ro. Desprealcool.ro. Ouais. Il y a une série de podcasts où il y a des experts invités à parler de la santé mentale chez les jeunes, parce qu'il faut reconnaître que la pandémie nous a beaucoup influencés. La technologie qui est tout le temps en développement et dans un contexte socio-économique tout le temps en mouvement, on a besoin de repères et les jeunes ont besoin de repères. L'importance de l'alimentation, les addictions, parce qu'il y a partout des tentations. Et le rôle du parent est très important dans le sens de créer un espace de sécurité, se sentir en sécurité. Et d'écoute. Hein? Oui, vraiment. Souvent, je disais à ma fille, écoute, parce qu'il y a pas mal de manifestations, et écoute, je ne suis pas ici pour te juger, je suis ici pour t'aider, si c'est utile pour toi. Et elle me regardait les yeux très, très surpris, et on a conclu à un certain moment de cadrer. Maman, je veux simplement me plaindre. Et je sais. Me plaindre, oui. Me plaindre, oui. Parce que je sais qu'à ce moment-là, je dois avoir ton attention. Les oreilles ouvertes, faire la girafe et la bouche fermée, les yeux ouverts et simplement écouter. Et à la fin, je peux lui poser la question, est-ce que tu as besoin que je te dise ce que j'ai entendu ou
c'est utile d'avoir une recommandation ou tu veux savoir ce que j'ai ressenti en écoutant ce que tu as dit. Et cette pratique nous a approchés. Nous a rapprochés, oui. Oui, oui. Alors, revenons un petit peu sur vous, si vous le voulez bien. Vous avez, je le disais en introduction, travaillé pour la délégation Wallonie-Bruxelles. Comment le passage du milieu diplomatique à ce que vous faites actuellement s'est fait? Est-ce que vous diriez que ça a été une transition naturelle ou plutôt un changement radical? Le travail à la délégation générale Wallonie-Bruxelles, pour moi, a été une expérience qui a contribué à mon épanouissement et à mon développement. Presque 21 ans, oui. J'ai contribué à la... Je peux dire au bien-être des gens. Comment? Par des actions. Après avoir pris contact avec la communication non violente, je me suis rendu compte que j'étais facilitateur de communication sans en être consciente. Et je m'explique. En tant que coordonnateur de projet d'échange de bonnes pratiques entre les experts de Wallonie-Bruxelles et Roumanie, dans des domaines comme l'éducation, la bonne gouvernance, recherche et innovation. J'étais facilitateur entre les deux parties et je faisais rencontrer les besoins des uns et des autres. Et justement, cette expérience m'a fait comprendre que Marshall Rosenberg a raison. Indépendamment du sexe, de la nationalité, de la couleur, les besoins et les valeurs sont universels. Et pour moi, c'est un passage naturel. J'ai beaucoup apprécié cette expérience. On a organisé, par exemple, des expositions d'art, tant à Bucarest que dans le pays. Et c'était en effet un espace et un contexte de rencontrer les gens. Les gens ont besoin de se connecter. J'insiste sur cet aspect parce qu'on avait construit une sorte de communauté de la délégation. En éducation, par exemple, on encourageait les professeurs en offrant des stages de formation aux étudiants aussi. Et un échange de culture, c'est très utile, c'est enrichissant. Quand vous observez les tensions et conflits à travers le monde, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux dirigeants, aux diplomates qui essaient de trouver des solutions et à ceux qui n'essaient tout simplement pas? Oui, c'est très important la connexion d'abord. C'est derrière le rôle de diplomate, derrière les institutions, ce sont des gens. Et la connexion humaine, c'est ça qui est très importante. On sait bien, les études le prouvent bien, en psychologie, c'est à l'émotion qu'on prend des décisions. Et plus on est conscient de nos émotions, de nos besoins, on peut décider ensemble quel est le trajet, quelles sont les stratégies à accomplir nos besoins. Mais ça, c'est un sujet à part, stratégie et besoins. Et c'est à ça, oui. Un milieu diplomatique, c'est un milieu institutionnel. Et je dirais que j'insiste beaucoup sur le fait que derrière les institutions sont des gens, et c'est comme une maison. On construit la maison, bien propre, tout le design possible, mais si cette maison n'est pas habitée, la lumière est fermée, elle n'a pas de sens. Et surtout, je me rends compte que cette période qui n'en manque pas de conflits,
Quand j'ai appris qu'il y a un trainer, un facilitateur de communication non violente qui est allé en Ukraine, je me suis dit oui, je vois les besoins des gens qui veulent intervenir. Il est allé là-bas, Oui. dans quelles circonstances Pour voir comment il peut contribuer à la diminution des conflits. À la réduction des tensions, diminution des tensions. Oui, et moi, dans ce contexte d'apprentissage de la communication non violente, je participe à pas mal de formations. Et l'année passée, j'ai participé à une formation de 10 jours où j'avais collègues de 27 pays. Et une expérience qui m'a marquée, c'était le collègue de Palestine. Et il avait eu avant une expérience, il était même dans le Hamas. Et quand j'ai vu vraiment le changement de cette personne qui avait avec lui, il était venu avec ses collègues et qui luttait pour la non-violence et pour la paix. Ils ont créé même une organisation et on a eu pas mal Après avoir fait partie du Hamas, oui. Oui, oui. C'est un changement. Donc, ça, pour lier à la diplomatie et au rôle social, c'est quelque chose que j'ai vu. Et en travaillant ensemble dans des workshops, des ateliers, on est arrivé vraiment à ce qui est important. On entend souvent que la Roumanie est un pays sûr, et c'est vrai que j'ai le même sentiment quand je me balade en Roumanie, que ce soit à Bucarest ou ailleurs. Est-ce que pour vous, il y a une explication particulière? Alors, c'est peut-être difficile pour vous, vous êtes roumaine, de percevoir, et enfin, vous avez voyagé, vous pouvez comparer certainement, mais est-ce que dans la personnalité des Roumains, la façon dont ils communiquent, il y a peut-être quelque chose qui explique cette atmosphère plutôt paisible, pacifique? Ou c'est une illusion? C'est ce qu'on voit dans la rue. Mais à l'intérieur, à la maison... Oui, la violence domestique, elle est bien là. Quand j'ai commencé le travail à la délégation, en 2002, le diplomate, à cette époque-là, m'a posé la question, mais pourquoi les Roumains ne sont pas dans la rue? Pourquoi ils ne disent rien, mais il y a pas mal de choses qui se passent ici. Moi, j'étais un peu contrariée. Mais en effet, on ne savait pas demander. C'est après des années qu'on a pu constater que les gens ont appris de demander leurs droits et exprimer leurs besoins. Mais parce qu'ils savent se mobiliser. Ils l'ont prouvé, les Roumains. Oui. Mais il faut arriver là, à l'intérieur de la personne. Mais j'ai vécu pas mal d'années avec cette question dans ma tête. Parce que j'étais jeune, j'ai dit oui, mais moi aussi je pourrais le faire, mais je ne le fais pas, mais je ne pense même pas à faire ça. Et, sortir dans la rue, c'est pas le but principal n'est pas de créer des tensions. Mais quand on se rencontre et on est plus, les tensions peuvent se créer. Et on a vécu. Mais en revenant à ce qu'on voit dans la rue, c'est la Roumanie, à mon avis, et mon opinion, c'est que on a une éducation d'être poli. Il ne faut pas faire ça, c'est pas bien, c'est ce qu'on montre. Mais statistiquement, les violences domestiques et le bullying que les enfants vivent à l'école, et pas seulement, c'est une preuve que les choses ne sont pas très bien. Oui. Parce que le bullying ne vient pas... L'école est un espace, mais les stimulants viennent de plusieurs parties.
Qu'est-ce que vous conseilleriez à nos auditrices et auditeurs en cette période estivale pour qu'ils rechargent les batteries au mieux? Quel est le mantra, là, les quelques phrases que vous aimez rappeler voilà, pour repartir sur de bonnes bases? Oui, en entendant le mot estival, j'ai pensé aux vacances. Oui, c'est ça. Et j'ai une question. À votre avis, une vacance, c'est un besoin? Vous me posez la question si c'est un Oui. besoin. Oui, je pense, oui, que c'est un besoin. C'est un besoin ou c'est une modalité, c'est une stratégie d'accomplir le besoin de se reposer, d'aventure, de connexion avec la nature, de connexion avec soi-même, Également, oui. Mhm. oui, de connexion avec la personne ou les personnes avec qui on part en vacances. Mhm. C'est cette invitation que je lancerai aux gens de se poser la question, qu'est-ce que j'ai besoin et comment est-ce que je me sens? Une période où on a le soleil qui est plus fort, on a la nature, on a des fleurs, des plantes, les arbres. La nature nous invite à une introspection Mhm. et c'est utile. Mhm. Maintenant, quand je vous écoute, ça me fait penser au discours parfois de certains coachs qui est tout à fait salutaire, hein, et votre discours est salutaire, mais quand on est dans une situation notamment économique, sociale, où les besoins primaires dont vous avez parlé ne sont pas assouvis, ou alors c'est difficile, hein, de joindre les deux bouts, comme on dit, à la fin du mois, et on a du mal à penser à tout ça, à la connexion avec l'autre, parce qu'il y a des besoins qui ne sont pas assouvis. Et pour ces gens-là, que faire? D'abord régler ces problèmes-là, mais... Oui, c'est une réalité. À la pyramide des besoins, les besoins physiologiques sont en première. Et bon, c'est triste. Je vous pose cette question parce que il y a un mot qu'on entend souvent qui est très à la mode, qui est le mot de résilience. Voilà, il faut être résilient, c'est-à-dire que malgré les difficultés de la vie, il faut toujours pouvoir voilà, se surpasser et avoir un esprit positif. Mais ça, c'est possible quand on a les ressources, quand on a eu l'affection nécessaire quand on était jeune, enfant, adolescent. Mais quand on n'a pas ces ressources-là, être résilient, c'est pratiquement impossible. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai plutôt tendance à critiquer cette façon très voilà, performative de voir les développements de vie comme quelque chose qui pourrait toujours s'améliorer et qui ne s'agit que de volonté. Mais la volonté, on peut l'avoir si on a à la base, encore une fois, les moyens d'avoir cette volonté. Oui. Ici, le mot résilience, qu'est-ce que c'est résilience? C'est souffrance ou c'est utiliser, faire appel à ce qu'on a vécu dans notre histoire et revaloriser et voir ce que je peux faire différemment, autrement. C'est très important et très utile de demander de l'aide et de reconnaître son impossibilité. C'est un exercice qui se fait chaque jour et qui s'apprend. Et il y a des situations quand on a besoin que les autres croient plus en nous qu'on peut le faire nous-mêmes. C'est demander de l'aide, soit à un voisin, soit... bon, les réponses peuvent être oui, non, ou ailleurs, ou pas encore.
Demander de l'aide. Et c'est une chose que j'encouragerais aussi pour les enfants dès à la maternelle. Demander de l'aide. Et entre nous, les gens, on a ce besoin intérieur, cette motivation de contribuer. Et je pense que c'est très utile de faire appel à cette ressource. Finalement, les émotions sont des ressources pour créer, apporter de l'abondance, de la prospérité en soi-même. On n'a pas besoin de recommandations, parce qu'aujourd'hui, on n'en manque pas d'informations, oui. Mais on a besoin d'offrir, d'avoir du sens, de contribuer à quelque chose, et on a besoin d'avoir un état, être en état, même une respiration. Des fois, c'est utile une respiration. Si on respire plus, c'est plus la vie. Vous avez très bien répondu à ma question, c'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement compter sur soi-même et ne pas trop. Il faut savoir être tolérant avec soi-même et puis et savoir demander de l'aide quand c'est nécessaire. Alors je sais, on va terminer sur cette question. Vous revenez d'une formation à Brasov. Qu'est-ce que vous y avez fait? Oui. La semaine passée, j'ai participé à une formation, toujours en communication non violente. Moi, je continue cette voie parce que c'est quelque chose qui me nourrit. Et c'était une formation liée, adressée d'abord à ceux qui veulent se certifier. Être certifié en communication non violente, il y a un nombre de formations, d'heures de formation, au moins 40, mais dans un contexte international. Et c'est un contexte où on organise des ateliers, des groupe d'empathie. On apprend comment s'offrir de l'auto-empathie. Il y a aussi des aspects théoriques. Et ce qui me nourrit aussi dans ce genre de réunion, c'est que je suis exposée toujours à des contextes internationaux, multilinguistes, multiculturels. Et j'ai eu des collègues, par exemple, de Finlande, de Grèce, de Suisse aussi. C'est une diversité. Et finalement, c'est la diversité humaine, mais on est les mêmes. Les mêmes besoins, les mêmes valeurs. C'est appartenir aussi à une communauté. Et on a expérimenté ensemble au milieu de la nature et avec la nature humaine d'une part la communication non violente, mais aussi des activités qui nous ont apporté de la joie. Ce sont des émotions et des moments qui deviennent des souvenirs, qui représentent finalement des ressources d'énergie. C'est comme la batterie d'un téléphone. Bien, Lydia Badea, merci infiniment d'avoir été avec nous au micro du soir quand on s'est retrouvés il n'y a pas si longtemps et que vous m'avez dit que vous étiez passé de la délégation Wallonie-Bruxelles à cette spécialisation en communication non violente. Je me suis tout de suite dit qu'il fallait que je vous invite et je vous en remercie. On rappelle le site Desprealcool.ro, voilà, pour prévenir les problèmes de consommation d'alcool, notamment chez les jeunes. Merci infiniment et bonne continuation et bonne non-violence. Merci beaucoup pour l'invitation. Je me sens honorée par cette invitation et je suis ici pour ouvrir la voie pour le dialogue. Je crois vraiment dans les ponts entre les gens. Les mots sont des fenêtres, pas des murs.
on termine encore mieux. Les mots sont des fenêtres et non pas des murs. Merci infiniment, Lydia Badea. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Un petit message de sécurité routière, encore une fois. Faites très attention si vous prenez la route. Et c'est tout. Week-end Placout. Au revoir.